Il est le seul judoka français de l'histoire, avec Teddy Riner, à avoir été champion du monde en junior et en senior. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait été un motif de contentement. Pas pour Loïc Pietri, étonnant de lucidité et de modestie, avec ou sans filtre. Allez, montez Loïc Pietri. Bienvenue dans votre vie. Voilà. La vie de la famille Pietri. Ah, ça surprend. Et il paraît. Allez, on va retracer toute la vie de la famille et la vôtre à travers les photos. On commence par là. Ok. Vous reconnaissez cette photo? Ah, celle-là... Il y en a beaucoup. C'est les arrière-grands-parents Pietri. C'est votre maman qui me l'a donnée, celle-là. Elle ressemble à... Je vois un peu de mon grand-père dans la famille Pietri, elle est de Salis. Ouais, je sais. Ouais. Je sais, du Crozet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a quitté Salis? Bah, mon arrière-grand-père, il était dans l'armée. Il était allé dans la coloniale, il était au Sénégal. Ouais. Et sa femme l'avait attendu 10 ans. Et quand il est revenu, il avait une opportunité, je crois. Il a trouvé un poste à Antibes dans la maréchaussée, comme on disait à l'époque. Et ils sont partis là-bas avec toute sa famille. Et il y a une partie de la famille qui est revenue. Il y a les sœurs de mon grand-père qui sont revenues en Corse. Et mon grand-père, il n'est pas revenu parce qu'il s'est marié avec ma grand-mère qui est l'arpénissois. Et elle l'a emmené dans son village là-bas. Et il s'est fait bloquer. Et là, il est encore en train de râler aujourd'hui parce qu'il est à Nice. Eh ben, votre grand-père, on en parle justement, il est à côté. Mais il est à côté, ouais. Là, il a 96 ans maintenant. Mais on va parler de lui justement parce que Louis, le parcours de Louis est très très intéressant. Expliquez-nous un petit peu qui c'est votre grand-père, Loïc. Mon grand-père, il a eu plusieurs vies. Il a grandi du coup à Antibes. Il y avait vachement de la diaspora corse, il y avait un quartier où il y avait des Corses. Il est rentré en résistance très tôt, en plus il était communiste à l'époque. Ouais, grand résistant, et effectivement militant communiste. Hein. Et voilà. Et qu'en 68, hein, quand il va y avoir le printemps de Prague, qui va vraiment un petit peu... Ouais, là il arrête. Et comme beaucoup de communistes français, la moitié des intellectuels, dès qu'il y a eu Prague, tout ça, ils ont quitté le navire, quoi. Donc mon grand-père maintenant il n'est plus du tout là-dedans, mais à l'époque, c'était l'époque, il y a eu un rêve communiste, les gens ont suivi ça à fond, et lui il était là-dedans. Mais d'ailleurs c'est ça qui l'a fait rentrer aussi, je pense, un peu, pas que ça, parce qu'il y a des communistes qui n'étaient pas en résistance, mais ça l'a fait rentrer en résistance très tôt, et il a commencé à tracter dès le début de la guerre, quoi. Ça n'a pas été un résistant de la dernière heure, il a fait toute la guerre. D'ailleurs, je pense qu'il a perdu pas mal de copains en chemin, quoi. C'est quelqu'un avec qui vous avez de vrais rapports, votre grand-père. Ouais, vous l'avez dit aujourd'hui, il a 90 ans. Encore la semaine d'avant, là. Moi, dès que je suis à Nice, je vais tout le temps le voir, on va boire le café ensemble, on discute. Là, je l'ai emmené, on l'a monté un peu à la montagne derrière, dans l'RP niçois, là, je l'ai emmené un peu balader, je m'occupe de lui, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il vieillit bien, qu'il garde. Ouais. D'ailleurs, je lui passe le bonjour papy, parce qu'il regarde beaucoup Viastel. Il est tout le temps. Dès que je rentre chez lui, il y a Viastel, donc c'est simple. Et c'est la consécration de voir son petit-fils sur Viastel. Ouais. Parce que la Corse, justement, elle est là. Ah, voilà. Oui. La Corse, elle est vraiment dans son cœur et il en parle beaucoup. Déjà à l'époque, oui. C'est marrant ça, de voir qu'il avait fait sa carte d'identité corse. Il parle souvent de la Corse. Ah oui, tout le temps. Mais il n'y a que ça. Moi, c'est simple, depuis que je suis petit, il me parle que de ça. Il me dit qu'il a fait une erreur en venant ici. Carrément. Ah ouais, vraiment. Il le dit tout le temps. Mais après, bon, il est content d'être avec nous quand même, mais je sens que c'est l'acte manqué de ne pas être revenu encore, c'est l'acte manqué de sa vie, quoi. D'ailleurs, il dit qu'un jour il reviendra, quoi. Il a encore des papiers à faire. Et oui, il a 96 ans, il me dit encore un truc. Moi, je lui dis, papy, je suis pas footballeur, je peux pas te prendre une ville en Corse, mais lui, il y croit encore. Il me dit que c'est pour ça qu'il vit, c'est parce qu'il a espoir de revenir en Corse. Ah, c'est mignon, c'est pour ça qu'il vit, parce qu'il a espoir de revenir en Corse. Il me dit souvent que c'est parce qu'il a un rêve, lui, et que c'est ça qui le... Ah, c'est mignon ça. Ouais, c'est beau. Et vous l'avez dit, il va rencontrer en fait votre grand-mère dans l'arrière-pays niçois. Et oui, là. En fait, il va tomber amoureux et donc là, c'est ça qui va signer. Et oui, ils sont installés, ils ont vécu à Antibes sur la côte et tous les week-ends ils montent au village et toutes les vacances, comme nous on a fait quand on était petits, quoi. Et du coup, après c'est le mode de vie est proche là-bas, ça cultive les châtaigniers, on chasse le sanglier, ça se ressemble. C'est pour ça peut-être qu'il a supporté, mais lui il dit que c'est une erreur quand même qu'il aurait dû revenir en Corse. Alors on va aller à Val-de-Blort, on est passé par là. Et j'ai mis cette photo volontairement parce qu'en fait, effectivement, avec votre grand-mère, il va avoir 3 enfants, 3 fils. On les voit là, les 3 fils. C'est une famille, à Val-de-Blort, c'est une famille communiste. Ouais, et ça, pour la famille, et notamment pour votre papa là-bas, qu'on voit, judo, ça va pas être facile. Ouais, moi, il me l'a dit quand ils étaient jeunes, dans le village, parfois, ils arrivaient
ils avaient un peu au début l'image communiste au corps. Il s'était déjà fait insulter petit, il avait 6 ans, il s'était déjà fait insulter de sale communiste par les vieux en patois là, qui l'insultaient. Donc c'était un peu, voilà, c'est comme parfois on voit maintenant sur le continent avec les Arabes maintenant. À l'époque, c'est avec les Corses ça se passait. Donc, mais bon, ça va, ils étaient 3 garçons, ils se sont fait respecter. Ils se battaient beaucoup d'ailleurs. Hein, ils se battaient beaucoup. Non, faut pas dire ça. Non, ça se passe bien parce qu'on est mélangés quand même. Donc dans le village, on est traités quand même comme des gens du village. Il y a pas de souci. Mais bon, il m'a dit qu'à l'époque, avec les vieux, au tout début, c'était un peu chaud. Et encore parfois, on a un peu l'image des gauchistes, alors qu'on n'est pas particulièrement non plus. Voilà. Ah, mais encore aujourd'hui, ça reste. Ah quoi. ouais, ça reste. Alors votre papa qui est là, on va le regarder ici. Ouais. Marcel Pietri. Eh oui, voilà. Avec un kimono. Eh oui, il a fait une carrière de haut niveau, il a été en équipe de France, il a fait vice-champion d'Europe, et c'est lui qui m'a tout appris, il m'a appris le judo. Bon, il m'a transmis sa passion et j'ai complètement accroché, quoi. Donc c'est une belle expérience d'avoir quelque chose en commun avec son père, je pense. Et au niveau du caractère, qu'est-ce que vous avez en commun, qu'est-ce que vous n'avez pas en commun? C'est quoi le caractère de votre papa? Mon père... Il est plus colérique que moi, mon père. Il monte plus vite dans les tours que moi. Moi, je suis plus tranquille. Moi, je m'énerve aussi, mais j'ai un seuil plus... Et il est plus bavard. Il va plus être avenant. Moi, je suis plus discret, je suis plus introverti quand même. Allez, votre papa un jour, lui aussi, hein, il faut qu'il fasse la rencontre de sa vie. Avec Alexandra. Et voilà. Votre maman? Ma maman, elle m'aide beaucoup, elle s'occupe de tout. Elle fait beaucoup le travail de l'ombre, des petites choses ingrates. Parfois, elle m'aide sur l'administratif, sur tout ça, parce que forcément, quand on est sportif, quand on fait du haut niveau, on a pas mal de... Il faut régler les problèmes. Il faut régler tout ce qui est administratif, avec les sponsors, ou avec les clubs, tout ça. Et elle m'aide vachement, elle m'aide sur pas mal de choses. Donc, elle était importante aussi dans ma carrière. Elle a transmis, et puis elle m'a donné beaucoup d'amour. Et je pense que c'est important de l'amour, rien que ça, quand on est jeune, je pense à la confiance en soi, c'est important, ça se construit quand on est enfant. Et je connais pas beaucoup de gens qui ont fait du haut niveau, qui avaient confiance en eux, sans avoir un cadre familial un minimum stable. Quoi. D'accord, ok. Donc avec ce cadre familial stable, cet amour, on a bien compris que vous allez vous destiner au judo et on va voir ce que ça va donner. Okay. Hein? Allez Loïc, venez avec moi. Et on va commencer la séance ciné avec ça. Vous commencez le judo à quel âge? Je commence le judo à... je suis tout le temps au dojo, je m'en rappelle pas trop quand je commence, parce que j'étais souvent fourré au dojo avec mon père. Mais j'avais 6 ans quand j'ai commencé régulièrement, on va dire. Là, on vous voit gagner. Ouais. Bravo. Mais vous n'êtes pas super fort, petit. Ah non, mais là, je perdais des combats encore, je me rappelle. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais pas un... Parce que parfois, il y a des petits qui perdent aucun combat, truc. Moi, ça m'arrivait régulièrement de perdre des combats. Après, je le vivais très mal, par contre, quand je perdais. Ouais. Ah ouais, je m'énervais, j'étais colérique. D'ailleurs, maintenant, je suis assez calme, mais quand j'étais petit, Ah, vous ne supportiez pas la défaite? Ah non, vraiment, j'étais... Et lui, est-ce qu'il supportait que vous perdiez? Et il supportait pas quand je m'énervais, quand je perdais. Je me engueulais. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans le judo? Si, j'aimais bien la bagarre quand même aussi. Il faut quand même être bagarreur pour un sport de combat. Donc voilà, on se tient, il y a la pression, on va se mettre sur le dos. Je veux dire, il y a quand même un côté un peu animal. Donc faut aimer la castagne, quoi, un peu. Donc, et j'aimais bien ça. Mais après, comme je vous dis, j'aimais bien quand je gagnais. Quand je perdais, j'étais pas content, quoi. Et ça tombe bien parce que vous gagnez assez tôt, finalement. Même si c'est une surprise, vous l'avez dit. Ouais, là, c'est KD2 ça. Mais KD1, j'avais gagné le championnat de France, j'avais monté 2 KT, et là, j'étais pas le grand favori, et j'ai gagné. D'ailleurs, j'ai failli perdre un combat. Mais ouais, souvent, j'ai souvent un meilleur niveau sur les grosses échéances, quoi. C'est un truc que j'ai... Oui, ça va être une constante de votre vie, ça. Hein. Vous n'êtes pas véritablement le favori, et hop, vous gagnez contre toute attente, presque. Hein. Ouais, mais au final, comme ça arrive souvent, c'est un peu que souvent ça m'arrivait comme ça. C'est qu'on m'attend pas et boum. Et il y a une autre constante de votre début de carrière, dites-moi si je me trompe, Loïc. C'est ça. J'ai mis cette photo, donc c'est le club de Nice, tout le monde est content, et vous êtes au milieu, et vous êtes un petit peu dans votre monde.
Ouais, mais je pense que ça vient de mon père qui m'a toujours un peu incité à cultiver la différence, à pas suivre les modes forcément. Et puis c'est un peu mon caractère. Hein. Je fais pas comme tout le monde pour faire plaisir aux gens ou pour bien me faire voir. Je fais comme je pense que ça me convient et comment ça va me rendre heureux aussi, parce que parfois à faire tout comme tout le monde, on suit un chemin qui est pas le sien. Et oui, c'est vrai, je suis un peu comme ça. J'ai la réputation d'être rêveur, d'être dans ma bulle, de trucs. Mais après, je suis quand même ouvert sur les salles. Oui, d'accord. Et donc, à l'époque, il y a justement, vous performez un petit peu et vous refusez d'aller au pôle France de Marseille. Ouais, vous voulez rester à Nice. Quand on sent qu'on progresse quelque part, ça sert pas à grand chose de partir. Quand on progresse plus, oui, là faut changer quelque chose. Donc là, moi j'étais encore en une période où je sentais que je progressais, on avait encore des choses à m'apporter, le pôle de Nice avait des choses à m'apporter, mon père aussi, je pense encore. Et à cette époque-là, est-ce que vous vous projetez déjà dans une carrière? Est-ce que vous dites je peux y arriver? Oui, très tôt, mais même avant ça. Ouais. Même quand les autres photos, quand vous mettez je suis petit, moi j'ai voulu faire du haut niveau, j'avais 7 ans. Je voulais aller à l'INSEP à 7 ans. Donc d'accord. Donc oui, j'ai vite trouvé le truc que je voulais faire. Et à l'INSEP, vous allez y aller plutôt vers les 19-20 ans, c'est ça? Ouais. Vous allez monter sur Paris. Ouais, là, je suis junior 2. Vous avez votre bac. Il y a 3 années junior, je suis junior 2, j'ai mon bac, je viens de faire vice-champion de France. Et j'ai été pris à l'INSEP. Et puis au final, voilà, je commence ma carrière de haut niveau. Et c'est vrai que vous la commencez bien, parce qu'à peine arrivé... Ouais. À peine arrivé à Paris. Ça, c'était ma belle saison. Une belle saison, vous êtes champion de France en junior, champion d'Europe et champion du monde. Ouais, j'ai fait la totale. Ouais, j'ai fait vraiment une très belle saison. En plus, c'était un peu la saison récompense, parce que vous imaginez, quand on vient du Sud et qu'on part à Paris, après les premiers temps, les 6 premiers mois, c'était pas top. Quand on laisse tous ses potes à Nice, on part pour une nouvelle vie, il n'y a que des gens différents, une ambiance différente, un temps différent au début. Et puis un emploi du temps différent, parce que quand vous montez à Paris, effectivement, il y a du côté l'entraînement, et vous vous êtes inscrit aussi en fac de STAPS. Ouais, au début, j'ai fait une première année de STAPS, mais vite, j'ai vu que ça... Et vous courez dans tous les sens, en fait. Ouais, en fait, c'est le projet, on en parle. Enfin, il y en a qui arrivent, un grand respect à eux, mais bon, il y en a beaucoup aussi qui laissent des plumes et qui au final font pas de résultats parce qu'ils sont surmenés, quoi. Et après, faut penser aux deux, parce que le judo, voilà, non, c'est pas le football, donc si on réussit, on arrive à gagner un peu sa vie correctement, mais si on n'y arrive pas, on peut aussi laisser des plumes et perdre du temps dans sa vie professionnelle et pour les études. Donc non, il y avait un peu cette problématique au début. Mais bon, quand j'ai fait champion du monde junior, j'ai essayé de recontinuer un peu STAPS, et puis après j'ai dit bon allez, j'arrête, je m'étais laissé jusqu'à 24-25 ans pour prendre la place de titulaire et parfait, et comme ça, bon après on va voir la suite, mais au final j'ai un peu lâché les études, j'ai fait mon brevet d'état pour enseigner le judo si jamais j'avais un pépin, parce qu'on sait jamais, et j'ai pas non plus rien fait du côté des études, mais disons que j'ai pas fait ce que j'aurais fait si j'avais pas eu le niveau. Vous êtes fait confiance, surtout vous avez une énorme confiance en vous quand même, hein, Loïc. Après ça aide, quand on gagne. Enfin c'est bête, mais c'est facile quand ça se goupille bien, c'est facile d'avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est le plus dur, je pense, c'est de la garder dans les mauvaises passes. On va y arriver aux mauvaises passes, mais en attendant, là, justement, on est sur les bonnes passes. Et alors j'ai mis cette photo pour matérialiser quelque chose quand même. Ça, c'est un entraînement au Japon. Ouais, c'est le Kodokan. Et en fait, le temple du judo. Le temple du judo. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, parce que vous allez découvrir cette culture du judo, cette culture de l'entraînement, cette culture de la sueur et des larmes. Et vous allez vous rendre compte, finalement, des juniors, que c'est peut-être pas ça forcément qui vous convient. Parce que dès que vous sortez de junior, vous vous blessez systématiquement. Je me blesse beaucoup. Je galère mes débuts en senior, je galère pas mal parce que au début j'ai une pubalgie, je me fais opérer, mais il n'y avait pas que ça. Je me fais pas mal de petites déchirures, beaucoup de bobos, de trucs musculaires, mais parce que je pense que je m'entraînais trop, j'étais en surentraînement en fait. J'avais un peu une culture judo où je travaillais sur de la qualité, on faisait de la technique, mais quand vous êtes dans cette quantité, justement, vous vous blessez souvent, ce qui fait que en 2012. Les Jeux de Londres, vous les regardez de loin, quoi. Je les regardais à la télé. Ouais. Vous les regardez à la télé, hein. Ouais. Moi, je pense que j'avais besoin d'un entraîneur qui me dise Loïc,
Pose-toi à ce moment-là. Avant, sur cette période-là, sur la précédente Olympiade. Et vous le trouvez et après, on me l'a dit un peu plus tard et je l'ai compris aussi. Et en fait, nous, on était vachement dans une culture un peu... Moi, j'appelle ça la culture à la Rocky, quoi. C'est une génération qui a eu tous les sports de combat, qui fait ouais, faut se faire mal. Et là, j'ai eu des entraîneurs qui avaient un autre discours vous avez beaucoup parlé du surentraînement, qu'il fallait s'entraîner pour gagner, pas pour s'entraîner, quoi, que c'était pas une fin en soi. Et ça m'avait fait réfléchir. Et en plus, j'ai trouvé un entraîneur, Stéphane Frémont, au début, avec qui je tombais d'accord sur ça. Et au final, les saisons derrière, ça m'a permis d'une prise de conscience. Et oui, en finale, en 2012, donc arrive 2013. 2013, vous avez l'impression que vous ne vous êtes même pas entraîné du tout, en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai tellement baissé la dose en 2013 que j'arrive sur les championnats d'Europe, les premiers championnats d'Europe, la première fois où je fais une médaille, je vais faire une médaille au championnat d'Europe, je vais faire 3e. Et en fait, j'arrive et j'ai l'impression de pas assez m'entraîner, quasiment. J'ai tellement pris l'habitude d'être en surentraînement, d'en faire trop, que en fait, j'arrive et je fais ma première médaille pourtant en étant sur une dynamique où je me dis que j'en fais peut-être pas assez. Parce que je doutais, parce que j'en faisais pas assez. Et en fait, je m'entraînais pour me sans le savoir, en fait. Pour me rassurer, ouais. Je pense que je l'ai fait un temps. Je voulais être fort, j'étais plein d'ambition, j'avais dans l'ongle, et je m'entraînais pour me rassurer, je m'entraînais pas pour gagner, je faisais pas les choses. Or en fait, il y a qu'une vérité, c'est la vérité de la compétition. À l'entraînement, on peut faire 3 heures, si on fait 3 heures de quelque chose qui sert à rien, et à la fin, voilà, ça servait à rien. Je veux dire, il y a pas une justice. Enfin, moi, je crois pas qu'il y ait une justice divine qui va récompenser ceux qui sont le plus entraînés. Il y a la justice pour ceux qui se sont le mieux entraînés. Qui sont le mieux, ouais. Et c'est votre déclic, là, effectivement, en 2013. Et en 2013, ça tombe bien. Il y a les championnats du monde. Et les championnats du monde, on regarde un petit peu un des combats de qualif. Well, he's decided to go for it. One of the toughest fighters on the circuit. Everybody knows that. There he is with a bandaged head and bandaged left foot and bandaged up right wrist. Bam! Ouais, c'est un beau soleil debout, là. C'est un des plus beaux que j'ai mis. Vous avez un judo spectaculaire. Vous avez toujours eu un judo spectaculaire Je m'engage. Après, j'ai pas un judo aérien non plus. Là, c'est une exception. Je mets pas souvent des attaques debout. Mais par contre, j'ai un judo où je m'engage. Donc, je sais qu'on avait souvent tendance à me dire... après, on change de judo quand même avec l'âge aussi. Mais quand je suis arrivé, quand j'étais jeune, on avait souvent tendance à me dire qu'il y avait beaucoup de suspense dans mes combats. De suspense, parce que je prenais beaucoup de risques, je m'engageais à fond. Et de toute façon, je pense que c'est comme ça qu'il faut rentrer sur le circuit international quand on est jeune, c'est en s'engageant. Après, bon, la tactique, tout ça, forcément, on progresse avec l'âge, on gaspille moins d'énergie, mais bon, il y a quand même j'avais quand même cet engagement qui fait que j'essaie de faire tomber, quoi. Pour moi, le judo, c'est faire tomber. J'envisage pas quand je commence un combat, j'envisage pas de le gagner par Shido. Je sais pas faire en plus. Shido, on le dit pour les novices, c'est une pénalité. C'est une pénalité, c'est quand l'autre n'attaque pas assez. Effectivement, c'est faire perdre l'autre plutôt que de gagner. Voilà. Et donc arrive la finale des championnats du monde. Vous n'êtes pas parmi les favoris, encore une fois, en 2013. Non, mais après, c'est un peu faussé. Comme je fais pas les jeux, j'ai pas les points des jeux. Ouais. Et forcément, c'est encore mieux, hein, moi, je trouve, de gagner quand... Mais bon, j'y croyais. Faut y croire. Faut tout le temps y croire. Même si je suis pas favori, moi, je pars du principe, c'est du judo, c'est du sport. Si on croit en soi, voilà la preuve, quoi. Et là, c'est un super moment, non, j'imagine. Ça, c'était le but de votre... Ouais. Bon, forcément, on est un peu secoué, hein, dès qu'on vient faire le champion du monde. C'est quand même c'est quand même un rêve de se dire qu'on est le meilleur dans ce qu'on fait à cet instant et qu'on a réussi à avoir le max qu'on pouvait rêver à ce moment-là, et sur cette saison. Et il y a les jeux, bien sûr. Et ouais, c'est là, c'est quand même un exploit, Loïc. Non, vous êtes simplement le 10e Français de l'histoire à ce moment-là à être champion du monde de judo, et le premier Français dans cette catégorie des moins de 81 kilos, quand même. Ouais, mais c'est pas un aboutissement. Non, il faut rebondir de toute façon, parce que même si on a un peu la sensation, c'est vrai que la semaine d'après c'est un peu bizarre, quoi, parce que tout le monde appelle, voilà, on a le truc, je suis passé chez Ruquier, ça fait bizarre, quoi. Il y a quelque chose qui change vraiment dans notre vie, quoi, à ce moment-là, parce que c'est le titre, quoi. C'est là qu'on a vraiment, on passe du statut de judoka au statut de champion, quoi. Donc ça
ça change clairement notre vie. On nous le rappelle tout le temps, quoi. Je veux dire, quand on a été champion, on va, voilà, encore aujourd'hui, tout le temps, on te présente, c'est champion du monde de judo. Ça, c'est un truc qui vous marque, ça devient votre identité. D'ailleurs, ça fait bizarre parce que moi, j'ai pas un tempérament à mettre en avant et ça m'a fait la première semaine, on était content. Après, ça fait un peu bizarre. Il y a des choses qui changent et on n'est pas forcément prêt. Eh ben, vous savez quoi, Loïc? Justement, là, vous êtes champion du monde. Eh ben, on va voir ce qui se passe après. Une fois qu'on est champion du monde, vous allez pouvoir continuer de parler sur la vie d'après, dans la pièce d'après. Allez, venez. Alors Loïc, dernière pièce. Effectivement, vous êtes champion du monde en 2013. Et quand on est champion du monde, eh ben, il se passe ça. Ah, d'accord. Oui, c'est... C'est quoi? C'est des bêtises, ça. C'est des jujustats, c'est des conneries, c'est des... Non, bah, c'est pour... C'est pour l'ego qu'on fait ça? Non, déjà on est payé. Hein. Quand on fait... Non, mais c'est vrai. Oui, oui. On est payé, puis après il faut communiquer, il faut quand même mettre en avant son image. Et puis bon, les sportifs, il y a toujours un peu cette image de... Les gens, ils aiment bien avoir un peu du muscle de temps en temps quand même. On se rend compte que sur les réseaux sociaux, surtout dans les sports de combat, les gens, ils aiment bien avoir de la sueur. Oui, mais vous êtes quelqu'un de modeste, ça dit quelque chose. Ouais, après, c'est un peu le point positif du sport quand même. On a quand même... On est quand même un peu dans... Il y a le physique, ça fait partie du truc, quoi. Je connais aucun sportif qui a jamais mis une photo torse nu, une photo où il était un peu affûté. Tout le monde le fait. C'est notre outil de travail aussi. Non, mais c'est pas que la carrosserie, quoi. C'est pas... Enfin, aujourd'hui, moi, quand je fais de la muscu, c'est pour le judo. Je fais pas ça pour aller à la plage. Donc ça, vous l'avez vécu comment? Comme un non, truc fun? mais ça, c'est des petits trucs de communication, c'est des trucs sur les réseaux sociaux, c'est des photos, c'était du fun. C'était des bêtises. Ouais, c'est des conneries. En plus, bon, à 20 ans, on fait des trucs qu'on fait pas forcément à 30 ans. Ok. Et quand on est champion du monde, on fait des rencontres et des belles rencontres. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est la rencontre. C'est ma petite amie, ma fiancée. Sarah, qui est une athlète brésilienne. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et elle a quelque chose, elle a une médaille. Ah ouais, elle a fait championne olympique. Elle a fait championne olympique. Ça, c'est la médaille olympique à Londres. C'est où j'étais pas. Là, vous n'y étiez pas. Et cette médaille olympique, justement, eh bien, on va aller sur l'autre écran parce que c'est le souci, justement. Après votre titre de champion du monde, vous n'allez plus avoir de médaille d'or. On va voir un petit peu ce que vous allez avoir comme médaille. Vous allez les collectionner encore. Argent, championnat d'Europe, argent, troisième au championnat du monde, deuxième au championnat du monde. Ouais. Vous collectionnez les podiums, mais après ce titre de champion du monde, plus aucune médaille d'or. Mais c'est difficile. Pourtant, moi, je pense que j'étais meilleur l'année d'après, voire l'année à truc. Mais après, quand on est vachement en vue et qu'on on fait partie des favoris établis de la KT, voilà, tout le monde travaille contre soi. Les gens, parfois, ils essaient même pas de vous faire tomber. Ils essaient de... Voilà. Moi, je fais le judo à le revers à une main. Les gens, ils se concentrent sur la main. Mais on développe d'autres choses. Mais on est obligé de continuer à évoluer. On peut pas continuer à faire la même chose qu'on a fait pour être champion du monde pour regagner les fois suivantes. Et donc, moi, non, je suis quand même content de ce que j'ai fait en 81. Et après, voilà, une fois que j'ai fait, je suis monté en 90 parce que je pense que quand on est satisfait de ce qu'on a fait dans une KT, il faut pas rester, il faut se lancer un nouveau défi. D'accord. Avant de parler de l'autre défi, justement, il y a cette vidéo qui traîne. Et que j'adore, moi. Vous avez changé de catégorie aujourd'hui, vous êtes à 90 kilos, vous avez repris l'entraînement à mort. Ouais. Toujours. C'est quoi l'objectif aujourd'hui, là? C'est les Jeux de Tokyo qui n'ont pas eu lieu et qui vont avoir lieu bientôt. Ouais, bien c'est sûr. Paris. Après, là, je commence à me ressentir bien, là, depuis, 6 mois, 1 an. Donc là, je me suis dit que j'allais continuer jusqu'à Paris. J'avais pas fait tout ce travail pour rien. Je voulais pas avoir fait tout ce travail pour rien. Et donc, je me relance jusqu'au jeu à Paris. Je vais essayer de raccrocher le wagon. Donc en 2024, et vous aurez 31 ans. En 2000 ans, j'aurai 34. 34 ans. Je suis très fort en calcul mental. Ouais. Vous aurez 34 ans. 34, ouais. En 2024. Et après, j'arrêterai, c'est sûr, par contre. D'accord.
Donc objectif, pour l'instant, c'est sûr, c'est Paris 2024. Et peut-être, si tout se passe bien, il y aurait peut-être Tokyo avant. Si tout se passe très très bien, il pourrait y avoir que je suis dans une forme olympique à la rentrée et que... De toute façon, c'est toujours la surprise. C'est toujours la surprise avec vous, donc on ne sait jamais. En tout cas, j'ai mis cette photo là. Pour finir, c'est le dernier écran. Pourquoi? Vous êtes avec un Russe. Ouais. Grâce à Sarah, vous parlez déjà portugais. Je crois savoir que vous apprenez le russe aussi. Je suis allé faire un stage là-bas et je me suis amusé. J'ai eu envie d'essayer d'apprendre à parler russe. Alors c'est très dur. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est plus tard, après 2024, quand vous aurez 34 ans, c'est peut-être d'aller entraîner en Russie? Non, je sais pas. Pourquoi? Non, non. On sait pas. Après, il peut y avoir des opportunités. Après, entraîner en Russie, il y en a 3 qui sont partis, des Français. Moi, je suis prêt à bouger n'importe où sur la planète pour entraîner. Après, oui, quand on parle des langues, ça peut aider. Mais je sais pas où je vais entraîner. Moi, je préférais entraîner en France ou en Corse même. Mais... C'est la raison pour laquelle on conclura avec cette photo. Ouais, avec mon grand-père, Louis vous Pietri. Et la Corse, j'ai envie de dire. Ouais. La Corse. Et oui. Quel est votre rapport aujourd'hui avec la Corse, Loïc? Vous revenez souvent. Je sais que vous êtes un amoureux de chasse, vous êtes un amoureux de pêche sous-marine. Ouais, mais moi c'est par ça. Moi c'est plus par ma culture familiale en fait, je pense, parce que moi j'y ai pas vécu en Corse. Je suis allé beaucoup en vacances, je suis allé voir les cousins, mais c'est plus par ma culture familiale, par mon grand-père, par le rapport que j'ai avec lui. Et je me rends compte que souvent quand je rencontre des Corses, j'ai beaucoup de points communs parce que comme tu l'as dit, j'aime chasser. Là, je voulais planter des châtaigniers. C'est des choses, quand j'en parle à Paris, les gens ils comprennent pas trop. Et quand j'en parle avec des Corses, forcément, ça matche mieux. Il y a plus de résonance. Donc, on va vous revoir. Eh ben, vous viendrez dans mon club de judo. Je ferai attention à votre genou. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Un petit selfie. Allez, un petit selfie pour finir. Allez. Voilà. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, Loïc. Vraiment, vraiment. Merci. Et à bientôt, tout simplement. D'accord. Et la bise à votre papa, en fait. J'espère qu'il se souvient de moi.